Moi, c'est Alexis Morel. Je travaille avec mon père sur 5 hectares de vignes plantées qui sont relativement vieilles, donc dans les 70-80 ans. On travaille donc à deux et on vient aussi de planter 2 hectares de blanc, parce qu'on a une forte demande. On fait des vins naturels, donc c'est des vins qui sont sans intrants. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ce qu'on peut rajouter en vinification et avant la mise en bouteille, c'est-à-dire les sulfites notamment, qui sont plutôt néfastes pour le consommateur. Après, au niveau de la vigne et des terres et des cultures, on est aussi on est certifié en biodynamie. C'est un peu plus que le bio, c'est plus strict. Il y a beaucoup de paramètres qui sont, à mon sens, un peu plus intéressants que le bio, parce qu'on sait très bien que maintenant il y a bio et bio. Après, donc, sur les 5 hectares de vignes qui sont en production, on arrive à vivre donc à deux, donc mon père et moi, ce qui est déjà pas mal. Donc ça fait aussi très longtemps qu'on fait ça, ça fait une bonne vingtaine d'années. Sur nos 5 hectares de vignes, on arrive donc à produire à peu près 20 000 bouteilles par an. Pour donner un ordre d'idée, ça fait à peu près une bouteille par pied, ce qui est pas si mal que ça et pas énorme non plus. Disons qu'en termes de rendement, on a déjà vu mieux et on a vu pire aussi. Et nous, ça nous convient. On cherche plutôt la qualité que la quantité. Le consommateur, il cherche plutôt la qualité maintenant. Après, nous, ça fait quelques années donc qu'on le fait, mais ça, c'est plus par conviction personnelle. Et donc, les vendanges sont manuelles, ce qui est pas mal, c'est important. Donc, ne serait-ce que pour le tri des raisins, mais ça, c'est un peu plus, on va dire, l'aspect technique. Après, moi, ce que j'aime bien dans les vendanges, c'est aussi l'ambiance qu'il y a. L'ambiance, et notamment la chaleur humaine, parce que c'est quand même, je trouve, important, et ça se ressent dans le vin, qu'on travaille bien et qu'on est content de faire ce qu'on fait. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, et du coup, ça peut se ressentir aussi dans le vin. Ça, il faut voir. Voilà, nos vendanges manuelles, ça finit donc en raisins entiers dans les cuves. Dans les cuves, il va y avoir une macération avec des raisins entiers d'environ, ça dépend des cuvées qu'on va faire, mais ça devrait tourner autour de 15 jours, 3 semaines. Ça dépend des cuvées, voilà, de ce qu'on veut faire en fait, et de ce que le raisin nous dicte aussi, parce que ça se sait à la dégustation. Quand est-ce que le vin est prêt, et voilà. Bon, après ça, c'est la période qu'on appelle de vinification, avec la première phase qui est la fermentation, et après il faut quand même laisser le vin un peu se reposer, voilà, l'éclaircir, on va dire. Ce qu'on appelle des sous-tirages, c'est-à-dire que c'est une filtration naturelle, vu qu'on laisse en fait le vin se déposer, et en sous-tire, on enlève juste le dessus. Et là-dessus, je crois que c'est la seule intervention qu'on fait nous sur le vin. Là où il y a pas mal d'intrants qui sont utilisés dans beaucoup d'exploitations. Après, bon, ben voilà, on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'œnologue est capable de faire ce qu'il veut du vin. Donc, hein, c'est une formation être œnologue, et pour moi, ça s'apparente à un chimiste. Voilà. Donc, c'est mélanger des produits pour qu'on retombe sur le même produit chaque année. Et nous, c'est absolument pas ce qu'on cherche. On cherche à avoir un produit qui est vivant et qui, du coup, chaque année va être différent. Ce qui a plus de sens à mes yeux. Il faut savoir que c'est le consommateur qui détermine tout ça. Il y a beaucoup de consommateurs qui cherchent chaque année à retrouver le même vin, le même type de vin, le même vin. Et ça, pour nous, on va dire que c'est pas ce qu'on cherche, quoi. On a des clients qui sont au courant, disons, que chaque année notre vin va être différent, ils le prennent en compte, ils le savent, et puis ben, ils font avec. C'est-à-dire que si une année il aime un peu moins telle cuvée, ben, il va plutôt prendre une autre, etc. Et voilà, ça, chaque année ça va changer. Et voilà. Et puis pour nous aussi, c'est plus intéressant d'avoir un produit vivant et qui va changer que toujours le même produit. Pour moi, la biodynamie, c'est avant tout, je dirais, de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est très bien de faire les préparations. Donc la biodynamie, ça a plusieurs phases. On va dire qu'il y a une phase où c'est des préparations qui font partie de la biodynamie, qui sont certifiées par un organisme, etc. Qui sont quand même censées améliorer le vivant. Donc le vivant dans le sol.
le vivant aussi entre les plantes. Donc, après, il y a aussi tout ce qui est biodiversité. Je suis toujours peiné même de voir des monocultures avec des hectares et des hectares d'un seul tenant de céréales ou de vignes sans haies, sans prédateurs en fait. C'est-à-dire qu'un ravageur qui va s'installer dans les cultures et là, il n'y a pas de prédateurs pour faire face. Et donc là-dessus, on met des insecticides, etc., etc. Tout ce qui est fongicides, etc. Tout ce qui est à l'opposé de la nature en fait. Il faut savoir que la nature est quand même bien faite, et ça c'est bien de le savoir. Mais pour ça il faut garder des haies, même si ça a un côté moins pratique en tant qu'agriculteur de travailler 10 petits champs de 1 hectare plutôt qu'un champ de 10 hectares, ben ouais, mais on préserve la biodiversité et en fait c'est elle qui va faire en sorte qu'on n'utilise pas de traitement. Donc ça pour moi c'est aussi un des grands principes de la biodynamie. Donc nous pour le coup on a des parcelles un peu éparpillées mais qui sont notamment celles du Pic qui sont en plein milieu de la forêt. Donc ça c'est au niveau de la biodiversité on est pas mal, on est même un peu trop parce que on a même des ravageurs, pour le coup on en a trop. des sangliers notamment qui sont dans la forêt. Ça après c'est voilà, faut arriver à vivre avec quoi. Nous on le sait et maintenant voilà, on l'a compris, on l'a intégré et on va pas se plaindre quoi. C'est comme ça, c'est la nature. Après on a donc aussi pas mal d'arbres fruitiers autour des vignes en plus, des arbres fruitiers, des potagers. Là il y a le jardin, le mien. Donc là-bas une vigne qui est à nous et des vaches. Donc les vaches qui permettent d'entretenir un peu toute la zone. Bon, elles ont 2 grands enclos pour L4, donc c'est des vaches de luxe on va dire. Pardon, 3 vaches et un bœuf, faudrait pas qu'ils se vexent. Hé, ah, hé, ah, hé, ah, viens là, Achille. Faut avoir quelque chose à manger pour qu'il pour qu'il s'intéresse à moi. Un amour vache comme on dit. Que les vaches elles peuvent venir dans les vignes mais plutôt en hiver parce que sinon après passer le printemps quand il commence à y avoir les bourgeons elles vont faire quelques dégâts. Donc là on leur ferme l'accès aux vignes. Après le reste du temps du coup elles s'occupent de l'herbe des vignes donc elles entretiennent les vignes. Elles ont aussi, on récupère pas mal les bouses pour la biodynamie, pour faire des préparations et pour le compost et les amendements. Donc les vaches plus les poules, etc. Ça fait un ensemble. Je plante beaucoup d'arbres fruitiers. Je dis je, mais en fait c'est on, parce que mon père aussi de son côté en plante pas mal. Il y en a un peu partout. Ça après, ça a aussi un rôle à mes yeux pour les pollinisateurs. Sont extrêmement importants pour toutes les cultures en fait. On oublie pas mal leur rôle. Après sur les arbres fruitiers, j'ai quelque chose à dire au niveau de la pyrale du buis. Parce que donc avant, donc par ici, donc dans la région, on a toujours énormément de buis qui se font malheureusement pas mal attaquer. Je pense que tout le monde l'a vu. Là, c'est une sacrée catastrophe au niveau régional et même je dirais un peu plus au niveau national même. Et le buis était utilisé pour pailler. C'était un super système de paillage et notamment de protection des troncs. C'est-à-dire que là, sur ce cerisier, j'étais obligé de mettre du carton parce que là, j'avais plus que ça. Avant, on faisait des fagots, on appelle ça de buis, qui étaient censés protéger les troncs. C'est-à-dire que ça faisait de l'ombre. Les feuilles du buis ont cette caractéristique, c'est-à-dire qu'elles se sèchent, mais elles restent sur la branche morte. Et donc, chaque printemps, chaque été, il fallait protéger le tronc, et notamment des cerisiers, car ils craignent. Et ça protégeait le tronc, et c'était utilisé dans la région un peu partout, les anciens, comme on dit.
Et là, cette année, par exemple, ça fait 2 ans même que je peux pas faire ça parce qu'il y a plus de buis. Et la pyrale, en fait, c'est typiquement l'exemple du ravageur qui s'est installé parce qu'il y a plus de prédateurs, en fait. Voilà, la chenille qui vient manger la feuille, eh ben, il n'y a plus d'oiseaux. Et après, il faut peut-être se demander d'où ça vient, qu'il n'y ait plus d'oiseaux. Et voilà, après, c'est toute une réflexion qui fait qu'on se rend compte que chaque petit détail a son importance dans le global. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des catastrophes comme le buis. Le buis, après, moi je connais par exemple des gens qui sont énormément impactés par cette histoire de pyrale. C'est quand même hyper important, quoi. C'est comme le criquet en Afrique. Enfin, c'est des ravageurs qui font énormément de dégâts. Et enfin, voilà. Après nous, en tant qu'agriculteurs, on est hyper sensible à tous ces ravageurs, quoi. Maintenant, pour les cultures, il va falloir réfléchir un peu avant, quoi, à la question. Là-dessus, donc, toutes les plantes ont un rôle, en fait. Toutes les plantes ont un rôle. Il y a des plantes qui vont, par exemple, je parle de l'ortie et de la prêle parce que c'est ce qu'on utilise le plus en biodynamie. Traiter les plantes par les plantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un effet antifongique. Pour tout ce qui est champignons, oïdium, mildiou, ça c'est pas mal pour la vigne, mais bon, c'est aussi utilisé pour le potager. Ça, c'est les plus connus. Après, il y en a d'autres, mais surtout ce qui est important, par exemple, là au jardin, et on fait un peu la même chose dans les vignes, c'est-à-dire qu'il y a des plantes ils ont limité les maladies de leurs voisines. Donc ça, c'est une interaction entre elles, une super araignée. Et elles vont donc soigner en fait la plante qui est à côté. Là, notamment sur les tomates, on a mis des basiliques à côté. Après, c'est très bien de mélanger et ça crée de la diversité et c'est comme ça qu'on évite tout ce qui est maladies, ravageurs, etc. Et donc dans les vignes, ce qu'on a mis en place, c'est notamment pour remplacer les pieds de vigne qui sont morts par accident, vieillesse, maladie du bois, etc. C'est qu'on les remplace, mais pas par de la vigne. Donc là, sur celle-là, il y a pas mal de pieds d'asperges. Il y a pas mal de pieds d'asperges. On a aussi des arbousiers. Donc ça, les arbousiers, quand c'est en fleurs, c'est pour tout ce qui est pollinisateur, etc. Plus les arbousses qui sont plutôt bonnes. Et on a aussi des pêchers de vigne, des petits pêchers qui font à peu près la taille d'un pied de vigne et qui nous donnent des pêches. Et aussi, je voulais parler du rôle de la machine dans les vignes qui va avoir l'effet destructeur. Pour moi, c'est d'avoir des tracteurs dans les vignes, c'est vraiment, c'est un peu comme si on se cisaillait les veines tous les jours un peu. Donc, c'est-à-dire que ça va avoir, quel que soit à peu près la tâche et l'effet du tracteur sur la vigne, ça va abîmer les souches. Donc les souches après vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Et plutôt que de replanter des vignes qui vont avoir une espérance de vie de 40 ans, ben moi je préfère avoir le maximum de tâches manuelles et avoir des vignes qui vont vivre 80 ans, voire plus. Là, parce que là elles ont 80 ans mais elles sont en forme. Donc je pense qu'on va pouvoir les tenir quelques années encore. Voilà, vendange manuelle, ça c'est obligatoire parce que ne serait-ce que la vendange mécanique, c'est une catastrophe quoi. Au niveau des souches, c'est vraiment... faut le voir pour comprendre quoi. C'est très 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 destructeur quoi. Ça va casser les branches, etc. La taille, c'est pareil, les sécateurs électriques, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux quoi. Toujours, ça vaut pas un sécateur à main quoi. Et après, bah, toutes les autres tâches, nous on passe beaucoup dans les vignes avant. Pour éclaircir, ça évite énormément de traitements, c'est-à-dire que l'air pénètre dans les souches. Et ça, c'est le gros de notre travail, en fait, c'est de faire en sorte que les souches soient aérées et que ça ne crée pas un microclimat humide et chaud. Donc les maladies, c'est simple, c'est les champignons, la chaleur, l'humidité. Et nous, on cherche le contraire, donc l'air qui pénètre dans les souches et qui sèche tout. Voilà. Ça c'est après nous il y a la météo, hein. Tous les agriculteurs sont d'accord, la météo c'est vraiment le plus gros facteur. Mais si on peut limiter avec des influences manuelles, pas mécaniques donc, manuelles, ces facteurs météorologiques,
Ça peut être pas mal. Ben là, ce qu'on peut voir de récemment des influences des activités manuelles plutôt que mécaniques, donc, c'est que notamment les pointes, donc ce qu'on appelle écimer ou dépointer, donc ça, je l'ai fait à la faucille, à la main. C'est-à-dire que je passe dans les vignes avec une faucille et j'enlève les pointes des branches que j'ai envie de couper. Là où une machine coupe tout, quoi. Systématiquement, on lui donne une forme et tchac, 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 c'est des lames en fait qui s'entrechoquent et qui vont tout couper. Voilà. Ça aussi, donc là, éclaircir, enlever donc les gourmands, des entrecœurs, comme on peut faire en tant que jardinier amateur sur des tomates. Ben là, c'est à faire sur donc 5 hectares de vignes sur chaque souche, c'est-à-dire qu'on enlève quelques entrecœurs qui vont pas avoir d'influence sur la maturité des fruits et qui vont permettre à l'air de circuler un peu mieux dans la souche. Donc là, l'air va mieux circuler, va mieux pénétrer et va mieux sécher toute l'humidité qu'on peut avoir le matin ou après une pluie. Voilà. Donc ça, c'est une activité manuelle qui va lutter contre les maladies et c'est hyper important dans notre façon de travailler. Après, on y passe énormément de temps et bon, ça c'est... Je comprends aussi que certains domaines puissent pas le mettre en œuvre parce que ça coûte trop cher en main d'œuvre. Donc voilà, et ça, c'est un choix quoi. L'exemple type, une belle souche, hein, donc à bien dans les 70 ans quoi, qui a fait quelques raisins qui sont plutôt espacés. Ça c'est aussi à la taille qu'on le réfléchit. C'est-à-dire qu'ils vont pas pousser les uns sur les autres et à vendange peut-être potentiellement pourrir. Donc là, le but c'est justement qu'ils soient pas les uns sur les autres et qu'ils poussent, qu'ils mûrissent sainement. Voilà. Et là, ça a l'air pas trop mal sur cette souche. Ça a l'air pas trop mal sur les autres aussi. Donc voilà. Après, on peut dire que cette année c'est plutôt joli. On a eu un peu du temps, un peu du mauvais temps au printemps, mais avec tout ce qu'on a fait là, ce qu'on appelle écharder, c'est-à-dire enlever les entrecœurs et effeuiller, bourgeonner, éclaircir au maximum, ça a bien limité les maladies. Voilà. Ça permet de pas traiter. Voilà. Ça, on le fait aussi plutôt soleil, côté soleil levant. Parce que le soleil couchant brûle plus. Donc si tu éclaircis côté couchant, les raisins vont se prendre le soleil couchant et là ils vont brûler quoi. Donc ça c'est pas le but non plus. L'an dernier on a beaucoup entendu parler de vignes qui ont brûlé avec ces fortes chaleurs là. C'est uniquement des gens qui avaient mis trop de soufre en fait sur les souches. Donc on a eu beaucoup de discours de plaintes en fait de vignerons qui avaient perdu, que ça avait brûlé, etc. Nous on n'a absolument rien perdu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis de soufre et du coup ça n'a pas brûlé quoi. C'est un effet loupe le soufre. Donc voilà. Nous on utilise après, mais un peu plus tard, de la silice broyée. Le silice c'est du quartz quoi. Et ça va avoir le même effet que ça va faire un peu loupe et ça va faire une meilleure photosynthèse. Ça va être pas mal. Ça va permettre aux raisins de mûrir un peu plus. Voilà. On peut voir que du coup on a eu ce magnifique panneau qui précise qu'on est refuge pour les chauves-souris. C'est-à-dire qu'on a pas mal de chauves-souris qui déjà nichent dans le domaine. Donc dans toute la bâtisse là, vu que entre les pierres, elles adorent ça, dormir là-dedans. Après, ce que j'ai beaucoup mis en place, c'est des refuges comme celui-ci. Je veux pas le toucher au cas où. Et j'en ai mis partout, tout autour des vignes en fait, parce que donc la chauve-souris, ça a la particularité de manger, je sais pas combien de kilos d'insectes par nuit. C'est assez impressionnant. Et c'est un des oiseaux qui régule en fait toutes les activités de tout ce qu'on peut avoir comme ravageurs à la vigne, notamment des cicadelles, surtout des cicadelles on va dire. Et donc après ça fait aussi, j'imagine, effet sur les papillons de la pyrale du buis, qui
surtout donc sur notre parcelle au pic Saint-Loup, la parcelle est entourée de buis et donc ils se sont fait attaquer. Et donc j'imagine que là, les quelques chanceuses qui habitent autour de la parcelle de vigne, elles ont à manger pour toute la nuit sans problème. Il y a un autre nichoir à côté du jardin, il y en a un peu partout, quoi. Donc ça se met en place assez facilement d'ailleurs. Il y a rien de plus simple, hein. En termes de bricolage, c'est 4 planches, tout simple. Il faut regarder, il doit y avoir des plans sur internet. Moi j'avais déjà vu ça, mais c'est pas mal et je vois beaucoup de gens qui mettent ça en place chez eux et c'est plutôt bien. Voilà. C'est une méthode de lutte naturelle et qui prend pas beaucoup de temps. Et voilà. Petit chat. Bon, les chats, ça a plus un rôle, disons, affectif et le ronron qui est la ronron thérapie notamment, qui est très important. Mais sinon, après, ça a aussi le rôle de manger pas mal de... Lui, son rôle, c'est de manger pas mal de rats. De rats qui sont un peu partout, donc dans les combles là, du domaine, en fait. Ça date du XIIe siècle et il y a un peu des rats partout. Et par contre, il attaque les lézards. Ça, c'est pas bien. Les lézards qui ont leur rôle aussi. Je veux juste te dire que notre façon de travailler, en fait, ça ressemble énormément à la façon qu'avaient les anciens de travailler, donc avant tous les produits chimiques, en fait. Tout ce qu'on a mis en place après la guerre, tous les engrais de synthèse, etc., qui font qu'on a remplacé, en fait, tout ce qu'on avait appris depuis des générations et des générations pour au final tout oublier en l'espace de 50 ans. Et bien en fait, nous, on essaie juste de retrouver ce qu'on faisait avant. Voilà. Et essayer de redonner un petit bol d'air frais à la nature. Voilà. Pour les manger, hein, ils sont super bons en plus. Hein. Ils brillent. Voilà, ça dit. Parfait. Ah bon, après tu manges le deuxième. Oui, mais si on mange tout.